Bonjour tonton Colia. Ça va? À peu près. Vous êtes aussi venu pour le tournage? Non? Dommage. Bon Max, je suis prêt. On commence? Mesdames et messieurs, bienvenue à Шишовка. je m'appelle Gabriel Dorochine, je suis originaire de France, mais volontaire dans l'armée russe. Je suis né à Marseille, on me demande souvent si j'ai mis longtemps à me décider. En fait, je n'ai même pas réfléchi à la question. C'est une évidence, quand il y a la guerre, un homme a le devoir de défendre sa patrie. On me demande aussi, t'es russe ou français? Je suis avant tout orthodoxe, ça vient en tout premier lieu. Le reste vient seulement après. On dirait qu'il y a un drone quelque part. Bizarre ce drone, c'est pas un Mavic. Les Mavic ne piaillent pas comme ça. Bon, on va se mettre à l'abri au cas où, inutile de prendre des risques. Ça me rappelle mon enfance chez mes grands-parents qui vivaient à Cannes sur la côte d'Azur. Mon grand-père y était archidiacre et tous les dimanches avec lui et avec le prêtre, on montait au clocher, tout à fait au sommet de l'église. C'était une grande et belle cathédrale. Tous les dimanches, on était chargés de sonner les cloches. Il fallait sonner 12 fois au début de la liturgie et ensuite à la fin de la liturgie. Les grandes, les petites et les moyennes. Quelle mélodie, quelle beauté! Elle résonnait dans toute la ville. Pour un enfant, c'était à couper le souffle. Toute la ville vous entend. Tout Cannes est à vos pieds. Et vous continuez de sonner. Les grandes, boum, boum, boum. Et les petites, ding, ding, ding. C'était si beau, je me souviens. Voilà ce que ça me rappelle. Volontaire russe, né en France, Gabriel Dorochine est en permission chez lui, dans le village de Malaya Shichovka, non loin de Donetsk. C'est désormais ici qu'est sa nouvelle maison. Et hop, la voilà, l'eau la meilleure et la plus pure. Magnifique. Les habitants de Shichovka ignorent que leur voisin, le russe de France, descend de deux familles impériales à la fois. J'ai 5 frères et sœurs. On avait un cours de russe une fois par semaine, on apprenait à écrire. Et également, une fois par semaine, une amie de ma mère venait chez nous, elle était prof. Elle nous a appris à écrire et à parler correctement. Je parlais surtout russe avec mon père et français avec ma mère. Nos parents ont toujours tout fait pour que la culture russe ne disparaisse pas dans la famille. Côté français, la lignée de Gabriel remonte à Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte. Nous avons des lettres de Napoléon lui-même, des documents authentiques. Pas des lettres de famille, simplement un décret. Nous avons aussi conservé de très beaux portraits. Il y a un rouleau, si vous le déroulez, il fait environ 3 mètres de long. C'est la généalogie d'Eugène de Beauharnais qui remonte à Jeanne d'Arc. Côté russe, la lignée remonte à l'empereur Nicolas Ier et à la fille aînée de ce monarque, la grande duchesse Marie Nikolaïevna. Il descend de la fille de Nicolas Ier, qui a épousé le petit-fils de Napoléon Ier, Maximilien de Leuchtenberg, officier au service de l'Empire russe. Les Leuchtenberg portaient officiellement le titre de prince Romanovski. Ils ont reçu ce titre avant d'être intégrés à la maison impériale des Romanov.
Sa grand-mère, qui était l'arrière-petite-fille de Nicolas Ier, a épousé l'enseigne de vaisseau Karanfilov dans l'émigration. Après son mariage, Tamara de Leuchtenberg, arrière-petite-fille de Nicolas Ier, prend le nom de son mari, Constantin Karanfilov. Elle donne naissance à une fille, Tatiana Karanfilova. Leur fille a épousé un représentant d'une famille noble ancienne, les Vsevolojski. Tatiana Vsevolojskaya est la grand-mère de Gabriel Dorochine. La mère du volontaire russe est donc l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Nicolas Ier. Ainsi, un descendant direct des Romanov, qui ont régné sur l'Empire russe pendant plus de 300 ans, est en train de libérer le Donbass. Le palais des boyards Romanov, le berceau de la famille Romanov. C'est ici qu'est née la dynastie. C'est ici que naquit le premier tsar de la famille, Michel Romanov, en 1596, le 12 juillet. On connaît même la date exacte. Il y avait ici la grande maison des ancêtres des Romanov et aussi d'autres bâtiments. Nous sommes allés au musée des boyards Romanov. Madame Chutskaya nous a organisé une excellente visite guidée. Marcher dans ces couloirs, ces pièces, ces caves permet de sentir l'esprit de l'ancienne Russie, belle, forte et puissante. C'est à cela que nous devons aspirer. Il faut tenir compte du fait que quand mes arrière-grand-mères et grands-pères ont quitté la Russie et sont arrivés les uns en France, les autres en Afrique ou ailleurs en Europe, ils s'y sont sentis en exil. L'Europe, pour eux, c'était l'exil. Mais aucun d'eux ne s'est mis à détester la Russie pour autant. La forme de l'État peut changer, mais la Russie reste. Ils aimaient la Russie pour ce qu'elle était. Le sang de deux grandes dynasties coule dans les veines de Gabriel. Il aurait facilement pu choisir la France et accepter ses règles. Mais même plusieurs générations après l'émigration, le descendant des Romanov est resté un soldat russe ordinaire. Tous les Russes s'inquiètent du destin de la Russie. Et quand j'ai réalisé que l'Occident menaçait la Russie, évidemment, j'ai pris la décision de venir. Je ne pouvais pas faire autrement. J'entretiens mes armes. Dans l'ensemble, elles sont toujours propres. Mais il faut quand même les graisser une fois par semaine contre la poussière, les saletés. Regardez, il y en a déjà une couche. Voilà, prêt pour le travail. Même depuis le centre-ville, on peut entendre les tirs. Ils sont peut-être en train de bombarder la banlieue de Donetsk. Et assez violemment. Dans le secteur de Vodiano et d'Avdiivka. Marinka est plus loin, mais on entend périodiquement des tirs. Nous sommes dans le centre-ville de Donetsk, place Lénine. D'ici, aux positions ukrainiennes, il n'y a qu'une dizaine de kilomètres. Juste ici, au niveau du feu de circulation, une camionnette a brûlé. Il y a eu un tir à cet endroit. C'est le Donetsk de tous les jours. Voilà un cratère, voilà des obus qui ont percé le magasin. La porte et le mur ont été percés par des fragments, les vitres brisées. Mais le magasin est toujours ouvert, les gens viennent faire leurs courses. Que dire? Ici, tout le monde a l'habitude de la guerre, on vit avec la guerre. En 2015, Gabriel Dorochine a acheté un aller simple Lyon-Moscou. De Moscou, il s'est rendu dans le Donbass.
le descendant des tsars russes a choisi sa voie. C'est naturel, un homme doit défendre sa patrie. Donc la question a été vite réglée. Je n'ai même pas réfléchi à ce que c'était la guerre, à quoi m'attendre. Quand on a pris cette décision, on est prêt à tout. On ne pense pas aux difficultés, à ce qu'on trouvera, à ce qu'on verra. On vient simplement parce qu'il le faut, advienne que pourra. On se prépare à une mission de combat. D'abord, on vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut, on fait nos sacs à dos. Le plus important, ce sont les drones. On attache des hélices, on attache des antennes au casque vidéo qui permet de piloter l'appareil et de voir ce qui se passe. En anglais, ça s'appelle un drone FPV, First Person View. On voit ce que voit le drone. On attache une antenne ici. Ça, c'est une invention à nous. Les hélices fonctionnent, tout va bien. On ramasse tout et on est prêt à partir. Nous avons également tout l'équipement personnel nécessaire, les armes, la nourriture, l'eau. Ce sont nos outils de travail. Voilà, le sac à dos de combat est prêt. À quoi pensez-vous en vous rendant sur la ligne de front? Généralement, on prie en silence. Au début, tout le monde plaisante, blague, mais en route, tout le monde est silencieux. Chacun pense à sa femme, à sa famille, chacun a ses propres pensées. Une fois sur place, on passe aux choses sérieuses, mais on essaye quand même de, disons, détendre l'atmosphère, de dédramatiser la situation. Ensuite, quand ça commence à bouger, on se concentre sur le travail et ça va. Donc oui, la prière et le travail. Passe-moi une batterie. Il y a 8 ans, quand Gabriel est arrivé sur la ligne de front Donbass, il a commencé comme mitrailleur. Aujourd'hui, les descendants directs de la famille impériale se spécialisent dans les drones. Il est opérateur de drones kamikazes. Connecte. Pour ce groupe, rentrer sans avoir subi de pertes est déjà une petite victoire. Dîner aux chandelles. Quelle hospitalité! Ça réchauffe. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment très bon. On dirait quelque chose de puissant. Plutôt un obus, sûrement pas une mine. Les mines ne volent pas comme ça. Oui, c'est ça un obus, peut-être un missile. Regardez, comme c'est romantique, une bougie, du saindoux au milieu des tirs. Où est-ce qu'on pourrait vivre ça ailleurs? C'est merveilleux. Quand j'ai rencontré ma femme et qu'on a commencé à sortir ensemble, on était à Donetsk, assis quelque part sur une colline, dans les bras l'un de l'autre, pendant que l'aéroport était bombardé un peu plus loin. C'était très romantique. Il n'y a qu'à Donetsk que c'est possible. Vous vous embrassez, vous avez des moments de tendresse, et autour de vous, on tire. Dans le village, Alina, la femme de Gabriel, est surnommée Cendrillon. Elle a épousé un vrai prince, même s'il n'a pas de palais. Je suis monté en haut de cette tour cellulaire en octobre ou en novembre pour hisser le drapeau russe.
J'ai pensé que Shishovka avait tout pour elle. Des paysages superbes, la nature, mais qu'il manquait un drapeau russe. Et je suis monté pour le hisser. Depuis lors, il règne sur tout Shishovka. Voilà mes haltères de fortune. Comme un militaire doit toujours être en bonne forme physique, même chez moi, quand je suis en congé et en permission, je m'entraîne tous les jours. Bien sûr, c'est assez primitif, mais au moins je peux faire des exercices comme ça. Tenez, c'est pour vous. Toute l'eau potable qu'on boit et avec laquelle on prépare le borsch vient d'ici. C'est à 4 minutes de marche de la maison. Ça, c'est mon exercice du matin. Je prends les seaux, je cours ici, je puise 10 ou 12 litres d'eau et je rentre. Voilà. Ça suffit pour la journée, l'eau est très pure et très bonne. Goûtez de la soupe préparée avec cette eau et vous ne voudrez plus jamais repartir. Ça demande bien sûr un certain entretien. Il faut que l'eau circule, sinon elle stagne et de la boue s'accumule. Au printemps, il faut venir nettoyer, enlever avec un râteau les feuilles, les plantes qui ont poussé, pour que l'eau s'écoule. Et voilà, on a de l'eau propre qui circule et ne stagne pas. C'est fantastique et on fera de vieux os. Le volontaire d'Orochine est reconnaissant à ses proches d'avoir su préserver l'essentiel, même dans la lointaine France, la langue russe, la foi et l'amour de la patrie. La patrie, c'est-à-dire la Russie, qui se bat aujourd'hui pour sa terre contre les armées de presque tous les États européens. Tout comme pendant la guerre de Crimée menée il y a 150 ans par son illustre ancêtre. Ma première impression, j'arrive à l'aéroport Sheremetyevo et le garde-frontière me demande si je suis français. Je réponds que oui. Il demande ensuite où je vais. Je ne dis pas que je vais au Donbass, je dis que je vais rendre visite à ma grand-mère et que c'est la première fois que je viens en Russie. Le garde-frontière me demande pourquoi je ne suis jamais venu avant et je réponds que personne ne m'a invité. À l'époque, pour éviter des questions inutiles sur les raisons du voyage d'un Français dans le Donbass, je ne disais à personne où j'allais. Je disais simplement que je venais voir ma grand-mère. Maman avait peur pour moi, bien sûr. Elle a essayé de me faire changer d'avis. Mais elle savait parfaitement pourquoi je partais et de quoi il s'agissait. Elle comprenait en tout cas que je faisais quelque chose de bien, que j'allais aider et qu'il le fallait. À présent, le descendant de la famille impériale se bat pour sa propre maison, comme des centaines de milliers de Russes. Une maison que l'armée ukrainienne bombarde presque chaque semaine. Ça, c'est un missile Grad ordinaire. Il a explosé, donc il n'est plus dangereux. Il est tombé près de la maison. On l'a abattu avec un Tochka U. Je vais vous montrer les éclats. La défense aérienne russe l'a battu au-dessus de nous avec un Tochka U et les éclats sont tombés partout dans le village. Ironie du sort, le village est bombardé, entre autres, à l'aide de systèmes d'artillerie fournis à Kiev par la France, l'ancienne patrie du volontaire russe Gabriel. Je me demande à qui l'église était dédiée. Je peux me tromper de mot en russe, mais je le connais en français. Le 14 octobre, c'est la fête de l'intercession, c'est ça?
C'est mon anniversaire. Je suis né le 14 octobre, jour de l'intercession. J'ai donc toujours été sous la protection de la Mère de Dieu. Bon, on devra tout construire et reconstruire après la guerre, après la victoire. L'iconostase reste plus ou moins intacte. Ce qui est intéressant, c'est que les icônes sont soit tombées, soit sont restées intactes. Il n'y a pas d'icônes touchées par des éclats. Toutes les icônes sont soit complètement détruites, soit intactes. Il n'y a pas d'icône qui soit touchée par les éclats ou dont il manque la moitié. T'inquiète, je suis des vôtres. Tu vois bien, pas de bandeau bleu, je suis des vôtres. D'ailleurs, c'est pas la première fois que les militaires ukrainiens détruisent complètement un monastère dans le Donbass. Ils ont rasé un autre monastère Notre-Dame d'Ivron près de l'aéroport de Donetsk, alors qu'il n'y avait plus personne, ni militaire, ni personne. Il n'y avait donc aucune raison de le faire. Mais on sait contre qui on se bat, contre la destruction de notre monde. C'est pour ça qu'on lutte, pour ça qu'on se bat. On fait tout pour la gloire de Jésus-Christ, donc c'est sûr qu'on va gagner. Encore un missile Grad. On peut même valser ici, regardez. Qu'est-ce qu'elle est belle cette salle. Dans ces salles de la résidence de campagne du tsar russe à Peterhof, la valse a retenti jusqu'en 1854, quand une armée européenne composée de forces britanniques, françaises, sardes et turques a déclenché contre la Russie la guerre dite de Crimée. Il s'agissait de chasser les Russes de la Crimée, de priver l'Empire russe de l'accès aux mers. Nicolas Ier dirigeait personnellement l'armée et la marine et a même envoyé ses fils au front. Oui, bien sûr, je me souviens de mon premier combat. On était en train de sortir de Dokhoutchaïevsk, on descendait d'un camion Kamaz, ils ont commencé à tirer avec des mortiers de 82 mm et de 120 mm. Ils ont visé notre camion, d'abord on s'est caché dans un champ, puis en rampant dans une zone forestière. Ça ricochait, ça nous tombait dessus. Ça a été mon premier baptême de feu d'artillerie. C'est sûr que ça fait peur, rien à dire. Oui, allô. On est à côté du Golden Lion, on n'a pas bougé. Hein. Allez, à tout de suite. Sergueï arrive. Qui ressemble le plus à un Français, Sergueï ou moi? Sergueï, le camarade de Gabriel, a aussi quitté la France pour Donetsk. On a fait connaissance à l'été 2016. Sur Internet, sur Facebook, on était deux Français ici, on s'est dit qu'il fallait se rencontrer et faire connaissance. Moi, je suis originaire de Lugansk. Ma mère a déménagé en France quand j'avais 10 ans. J'ai été élevé par mon beau-père et les Français. Avant la guerre, j'allais souvent à Donetsk, à Lugansk et dans d'autres villes ukrainiennes. Je me plaisais beaucoup ici. Je me sentais déjà chez moi à Donetsk. Quand la guerre a commencé en 2014, j'ai senti que c'était ma terre et que je devais la défendre. Gabriel et Sergueï se rendaient bien compte que le discours des médias français sur le Donbass était trop éloigné de la vérité. Encore une navette touchée. Il y a des morts. C'est un cauchemar. Salaud d'Ukrainiens. Nous vivons, nous combattons et nous souffrons ici pour qu'il n'y ait pas de guerre là-bas. Nous devons y survivre ici pour empêcher qu'elle se propage à nos arrières.
Je me souviens qu'un jour, je traversais la frontière. Une jeune garde-frontière a examiné mon passeport de la RPD et a vu le lieu de naissance. Elle a dit « Lieu de naissance, Marseille, France ?» Ça alors? Elle a tourné les pages et vu que j'étais domicilié au village de Malaya Chichovka. Elle a demandé comment ça se fait. Je lui ai répondu « Ça arrive ». Elle était étonnée et a demandé « Mais comment ?» J'ai dit « C'est mon destin ». J'ai échangé Paris contre Malaya Chichovka. C'est pas grave, nous aussi avons une tour, comme la tour Eiffel. Mais la nôtre est encore mieux, parce que la tour Eiffel n'a pas de drapeau russe, pour l'instant. Sa femme, sa fille et Matvei, un nouveau descendant de la famille impériale né dans le Donbass en 2023, attendent Gabriel chez lui, à Malaya Chichovka. Tonton Colien, Oui? vous êtes filmé, ça va? Ah non, je m'en vais. Sûr? Oui.